suis ravie de vous retrouver sur Monaco Info pour cette dernière édition de la semaine. Voici les titres qui seront développés dans ce journal. Nous reviendrons sur ce rendez-vous mensuel sans tabou sur Radio Monaco, Jungle Fight, une émission entièrement dédiée à la prévention et à la lutte contre le VIH-Sida. Nous irons du côté de la galerie Ribolzi qui accueillait Hubert de Givenchy. Le couturier a notamment présenté son ouvrage dédié à son amie Audrey Hepburn. Sandrine Nègre dressera le portrait de Nicolas Gelmoni, un jeune danseur originaire de la Principauté, issu de l'École nationale du cirque de Montréal. Et comme chaque fin de semaine, la fin de cette édition sera consacrée à notre invité du week-end. Aujourd'hui, il s'agit d'Yvette Lambin-Berty, notamment secrétaire générale du Comité olympique monégasque. Nous débutons donc ce journal avec ce traditionnel rendez-vous sur l'antenne de Radio Monaco, Jungle Fight. Vous le savez, chaque mois, cette émission fait le point sur la recherche, les actions de prévention et de lutte contre le VIH-Sida. Voyez ce reportage de Dominique Poulain. En quelques instants, Jungle Fight, bien sûr, va démarrer. Mais pour le moment, il est 17h. « 17h à la pendule de Radio Monaco, c'est le début de l'émission Jungle Fight, la seule émission radio consacrée depuis 7 ans maintenant à la lutte contre le sida. Une émission co-animée par Mahler et la princesse Stéphanie. Dans le studio, autour des animateurs, Hervé Herbach, coordinateur de Phytex Monaco, le docteur Bruno Teilhan, chef du département hématologie-oncologie du CHPG, des bénévoles de Phytex Monaco et des élèves de première L et de première ES du lycée François d'Assise, Nicolas Barré de Monaco. Pendant 2 heures, tous vont faire le point sur le sida, la transmission du VIH, le point sur la recherche, les actions de prévention et de lutte bien sûr contre le sida. La radio est un outil puissant pour affronter les défis sociaux et sanitaires du sida et l'émission est susceptible d'améliorations considérables dans ce domaine. C'est une émission qui est utile et je pense nécessaire dans le monde d'aujourd'hui. Puis je veux dire ça a vraiment pris grâce à tous les jeunes de Monaco, lycée technique, maintenant FANB qui viennent et qui posent leurs questions et qui ont besoin d'informations. Donc je pense que c'est un exemple à suivre pour d'autres. Et je crois que Monaco, au niveau de la lutte contre le sida, que ce soit avec cette émission de radio, Phytex et toutes les actions qu'on fait, on fait beaucoup plus que d'autres grands pays. Donc je suis très fière. C'est un excellent moyen de communication en fait cette émission, tout simplement. Je pense, et puis c'est un moyen justement, puisque c'est de la radio, on entend peut-être de pouvoir dire des choses où on voit les témoignages de personnes vivant avec le VIH qui ne voudraient pas être devant votre caméra ou à visage couvert, qui là peuvent s'exprimer parce que c'est de la radio et justement je crois que c'est important que d'autres personnes entendent ce qu'ils ont à dire et ce qu'est leur quotidien et les témoignages sont souvent très bouleversants et importants, je pense. Selon une dernière étude, près de 31% des jeunes avouent ne pas se protéger lors de rapports sexuels, 18% admettent ne le faire que très rarement et 18% reconnaissent le faire souvent. Autant dire que la prévention reste de mise chez les jeunes et l'occasion pour les élèves de dialoguer et de poser des questions aux différents intervenants, comme ici Andrea en classe de première littéraire. Moi je voulais savoir, aujourd'hui, l'année prochaine on atteint donc le million d'infectés. Et je voulais savoir où en sont les recherches, si ça avance, si ça stagne ou... Sur le VIH, hein. Ouais. Disons que c'est un sujet d'actualité, on en parle beaucoup. Oui, au lycée, on a souvent été confrontés à ce genre de cas avec des cours dédiés rien qu'à ça, la protection... Le fait que c'est présent, c'est d'actualité et qu'il faut vraiment faire attention, se protéger et tout ça. Et donc oui, c'est un sujet qu'on voit à la télé, qu'on entend parler tous les jours et qui fait qu'augmenter et qu'on voit comment ça avance sans même savoir, sans même se pencher réellement sur la chose. Au fil des minutes, d'autres thèmes sont évoqués comme la nouvelle génération de préservatifs, les sites de rencontres, la drague en ligne ou encore le tabac. Un débat lancé par Agnès. La nuit pour fumer. Ah ouais, donc je fumais la journée et la nuit.
On nous donne tous les outils, après on part avec la caisse d'outils, on en fait ce qu'on veut. Et tu culpabilises si tu sors. Est-ce qu'on peut? Jungle Fight sur Radio Monaco. Chaque mois, Jungle Fight a pour objectif de fournir aux auditeurs la meilleure information possible, rappeler que la maladie n'est pas vaincue, que l'épidémie n'est pas enrayée et que le sida a déjà fait plus de 30 millions de morts dans le monde. Mais pas question pour l'animateur de faire dans le catastrophisme. C'est une émission de radio sur le sida, mais ça ne veut pas dire qu'on est obligé d'être plaintif, malheureux. Tu vois, on fait ça dans la bonne humeur, justement. Parce que bon, le sida, c'est toujours là, ça sera toujours là. Autant prendre du recul par rapport à tout ça. Et surtout, Stéphanie, on a tous un langage, il y a des jeunes qui sont là. C'est facile. Puis moi, dis donc, le sida, mais j'ai fait ça depuis longtemps. Moi, quand il est apparu, je faisais une émission sur Skyrock qui s'appelait Bonsoir la planète. Et une fois par mois, on parlait du sida avec des toubibs déjà. Aux jeunes, on disait attention, fais gaffe. Donc moi, je suis là-dedans, je ne l'ai jamais eu. Hein. La prochaine émission de Jungle Fight aura lieu le 26 juin. Elle se déroulera à Carpentras depuis la Maison de Vie, créée il y a un peu plus de 4 ans par la princesse Stéphanie et son association Fightheads, et destinée aux personnes séropositives. Un mot à présent sur le concert Summer Dream. Il s'agit d'une soirée caritative qui aura lieu le 6 juillet prochain à la salle Garnier. Cet événement a été présenté à la presse jeudi en présence du colonel Fringant. Je vous propose d'écouter à ce sujet Michael Desjardins. Il est au micro de José Sacré. Dans le cadre de l'année de la Russie où nous serons intégrés cette année, nous avons souhaité marquer un anniversaire qui est celui du 110e anniversaire de la venue à Monaco de Féodor Chaliapine. Et dans le cadre de l'année de la Russie, nous avons souhaité, dans le même lieu, sur la même scène, rencontrer un artiste avec une voix équivalente. Mais ce sera le grand Dmitri Kvorostovski cette année qui viendra rendre hommage à son illustre aîné. Avec un accompagnement piano dans des œuvres du répertoire russe, j'imagine. Alors ce sera un répertoire assez rarement joué, qui est celui de la romance russe, qui est superbe, qui est l'équivalent du lied allemand ou la mélodie française. Et les musiques sont signées Tchaïkovski, Glinka, Rachmaninov. Les paroles sont de Pouchkine ou d'autres éminents auteurs. Et c'est un genre qui est très peu connu et donné en Europe, mais je crois que ça va être une découverte pour le public monégasque. Et tout cela au profit d'une œuvre, bien entendu. Voilà, c'est la spécificité de Summer Dream, c'est réunir des artistes de très grand talent et des personnes soucieuses d'aider à une œuvre caritative, en l'occurrence la Fondation Prince Albert II. Le couturier Hubert de Givenchy était en principauté pour une exposition de croquis ainsi que la signature de son livre To Audrey with Love. Un ouvrage qui n'est autre qu'une déclaration d'amour à sa grande amie Audrey Hepburn, une actrice qui a énormément compté dans sa vie privée et professionnelle. Le reportage de Fabien Bonilla. Il ne passe pas inaperçu, autant par sa taille que son allure. À 88 ans, Hubert de Givenchy représente toujours l'élégance à la française. Créateur de la marque de haute couture Givenchy en 1952, il a habillé les plus grandes stars, que ce soit Audrey Hepburn, Greta Garbo, Jackie Kennedy, Marlène Dietrich, Lorraine Bacall ou encore la princesse Grace. Hubert de Givenchy était à la galerie Ribblesy pour le vernissage et la signature de son livre en présence du souverain et de sa sœur, la princesse Caroline. Sur les murs, les croquis qui figurent dans son livre, To Audrey with Love, une ode à l'amitié, un hommage à sa grande amie Audrey Hepburn, avec qui il a collaboré sur un grand nombre de films. J'ai pensé, pourquoi ne pas faire un livre autour d'Audrey. Audrey, on a travaillé ensemble pendant de nombreuses années, et pour moi, même si on croit que je suis curieux, elle est toujours présente. Dans mes pensées, elle est là. Et elle le sera, je dirais, durant tout le restant de ma vie. Et Audrey m'a aidé dans ma carrière d'une façon remarquable. Et c'était un grand bonheur de travailler tous les deux. Donc elle me téléphonait, me disait « Viens, je suis à Marbella, il faut qu'on travaille ensemble » ou « Viens à Rome » ou « Viens, c'est la naissance de mon premier enfant ». Enfin, ça a été, si vous voulez, une amitié plus que profonde, puisque on travaillait et en même temps, on s'aimait d'une façon profonde. Cet ouvrage luxueux réunit un grand nombre de dessins de mode inédits de la main d'Hubert de Givenchy, réalisé en mai 2014. Ce livre a été conçu comme un cadeau à sa muse et grande amie. J'ai, dans le fond, fait tous ces dessins de mémoire, parce que toute la documentation que j'avais, j'ai rien gardé quand j'ai quitté l'avenue Georges V. Donc il fallait
Vous savez, c'est un drôle de travail parce que votre croquis, même si vous le faites, ça ne veut pas dire qu'à chaque fois, le croquis réussit. Donc il y a à peu près 230, ou je ne sais pas, autant de croquis. Il fallait quelquefois recommencer pour que le mouvement, l'allure, le marqueur de couleur, enfin que ça continue à bouger, puisque c'était avec Christiane de Nicolaï, qui est à côté de moi, l'idée du livre, de faire un livre vivant, en hommage à Audrey. On a travaillé ensemble, il dessinait comme ça, 5-10 robes, et puis on attendait le lendemain, j'entendais un téléphone le lendemain à 9h avec « J'ai pensé cette nuit, il faudrait peut-être ajouter la robe d'un tel ». L'histoire quand Jackie Kennedy fait faire sa robe pour la soirée à l'opéra avec le général de Gaulle, ou quand la princesse Grace demande la robe pour le petit goûter de Caroline pour ses 5 ans. Enfin, toutes ces choses venaient les unes après les autres. Et d'anecdote en anecdote, on a continué et on a fait un livre maintenant assez gros. To Audrey with Love, on retrouve aussi dans cet ouvrage des créations pour l'impératrice d'Iran, Jackie Kennedy, Elizabeth Taylor, la princesse Grace ou la princesse Caroline à l'âge de 5 ans. Vous pourrez découvrir tous ces croquis à la galerie Ribolzi jusqu'à samedi. Après Paris et Monaco, d'autres signatures de cet ouvrage sont prévues à travers le monde. Londres en juillet, New York à la rentrée. Hubert de Givenchy, un homme qui sait ce que veut dire le mot amitié. Quand je suis arrivé hier, après tout le grand travail de Niki Ribolzi et d'Adriano, j'avais les larmes aux yeux. Voilà. Et sachez qu'Hubert de Givenchy sera le prochain invité de Regard Extérieur, une émission à découvrir donc très prochainement sur Monaco Info. Passons à présent à l'actualité en bref et en images. L'association monégasque des activités financières s'est réunie au Monte-Carlo Bay ce jeudi pour un déjeuner sur le thème suivant, les traitements automatisés d'informations nominatives au regard des spécificités des activités bancaires et financières. Pour aborder ce vaste sujet, l'AMAF avait convié Guy Magnan, président de la commission de contrôle des informations nominatives. Toujours en bref, vous le voyez sur ces images, cette soirée à l'hôtel Hermitage jeudi soir, hommage au Grimaldi, entre dans le cadre de la célébration de l'année de la Russie en principauté. Lors de cette soirée, un accent a tout particulièrement été mis sur les ballets avec des danseurs du Bolchoï accompagnés des artistes du théâtre Mariinsky. Avant de rejoindre notre invité du week-end, je vous propose de prendre la direction de l'atelier des ballets de Monte-Carlo où un jeune danseur originaire de la Principauté a pu s'entraîner pendant quelques jours. Il s'appelle Nicolas Gelmolny. Sandrine Nègre a pu rencontrer cet artiste issu de l'École nationale du cirque de Montréal. Merci à tous d'être là. Merci au ballet, à tout le monde pour nous avoir accueillis. On a passé vraiment 3 superbes journées. C'est pas un examen, c'est juste pour nous d'avoir un petit peu de feedback du public. Un retour aux sources. Nicolas Gelmolny s'est illustré là où répètent les danseurs des ballets de Monte-Carlo, ces mêmes ballets qui petits l'ont sans doute fait rêver. Il n'a pas 25 ans mais son CV est déjà bien rempli. École préparatoire à San Francisco, École nationale du cirque de Montréal, contrat à Broadway, tournée aux États-Unis avec Pipine. En Angleterre et en France avec Circopolis, Cirque Éloise. Ça faisait 1 an et demi que j'étais pas revenu maintenant. Depuis, comme je disais, l'école, on a fini, on est parti directement à New York en tournée et tout. Donc de revenir ici, il fait beau en plus, tout va bien. Et là, d'avoir eu l'occasion de s'entraîner ici au Grand Ballet, c'est magnifique. Quoi demander de plus? On a des magnifiques studios, on a fait 3 jours ici, c'était parfait, on était tranquille, on pouvait bien s'entraîner, bien se concentrer, mettre notre musique. Cette pause, ou plutôt parenthèse monégasque, lui a permis de répéter avec sa complice Charlotte O'Sullivan avant le très sélectif festival Young Stage, un hand-to-hand, comme ils disent, fruit d'un long processus. Cette fois-là, on est parti, on a dit non, on crée et après on verra, on s'adaptera à la musique. On avait déjà cette musique en tête, mais on n'était pas décidé encore. Et après, comme on disait, voilà, on part de nos séquences techniques et on se dit, alors ça, c'est les figures qu'on veut mettre. On décide l'ordre parce que c'est quand même important de savoir dans quel ordre on les met pour ne pas finir avec quelque chose de trop dur et trop précis. Puis comme on expliquait, on a comme 2 grosses figures, la première et la dernière.
Avec les années qui passent, je crois définitivement que la gymnastique est une bonne préparation à ce type de représentation, car lorsque je suis en l'air, que je tourne, lorsque je suis en mouvement, il faut avoir une orientation spécifique. Il est donc important d'avoir un vrai contrôle de son propre corps. La danse, le taekwondo sont aussi des disciplines qui vous apportent les qualités requises pour ce type de numéro. Charlotte et Nicolas ont offert aux spectateurs présents une performance intense, une intensité dont ils font d'ailleurs preuve à chacune de leurs représentations. Tous deux sont très attachés à proposer le meilleur d'eux-mêmes au public. C'est le moment à présent de retrouver notre invité du week-end. Et notre invitée aujourd'hui est Yvette Lambin-Berty. Bonjour Madame Lambin. Bonjour. Vous êtes notamment secrétaire générale du comité olympique monégasque. Alors il faut le savoir qu'entre vous et le monde olympique, c'est vraiment une réelle histoire d'amour qui a débuté il y a un peu plus de 40 ans maintenant. Oui, en effet. Oui, c'est ça. Eh bien oui, j'étais engagée dans le monde associatif très jeune, après mes études. Et donc je suis devenue dans un premier temps membre du comité olympique au titre de la natation. Et voilà, c'est là où l'aventure a commencé, en effet. Et depuis, nous égrenons des événements, des jeux, des participations, des engagements, des projets. Vous avez vécu de belles aventures, notamment les Jeux olympiques. Je crois que les premiers, c'était en 1984 à Los Angeles. C'était Los Angeles, oui. Quelles sont les impressions que vous avez ressenties ce jour-là ? Moi-même, j'ai fait du sport, j'ai participé à des compétitions importantes, mais je n'ai pas participé aux Jeux en tant que sportive. Et je vous avoue que lorsque je suis entrée sur le stade à Los Angeles pour les Jeux, je crois que j'ai eu à peu près la même émotion que si j'avais été sportive. Ça a été la première fois et c'était d'ailleurs très impressionnant. Et voilà, et j'ai eu le sentiment d'une récompense. Et depuis, la Principauté participe régulièrement aux Jeux olympiques. C'est vraiment une chance pour ces athlètes de participer à ces événements aussi importants. Ah oui, en effet, mais je crois que la chance est liée au fait qu'on est un petit État et que peut-être on demande des performances un peu moins pointues. Mais aujourd'hui, c'est des participations qui se méritent vraiment, aujourd'hui et puis depuis de nombreuses années, n'est-ce pas, à l'issue d'un programme que nous avons mis en place quand j'étais aussi au gouvernement, mais tout ça sous la tutelle des princes, c'est-à-dire une préparation sérieuse des athlètes, des moyens, des compétences et donc après beaucoup de volonté pour les jeunes parce que quand on va aux Jeux olympiques, eh bien, on s'entraîne énormément. Donc je crois qu'on peut être très fiers des différentes délégations qui nous ont représentés aux Jeux. Et je dirais que pour la Principauté, alors là c'est quelque chose de très important parce que c'est un instant où nous sommes dans le concert international de tous les États du monde. Et voilà, ça c'est très très important pour nous aussi. Vous l'avez dit, sous l'impulsion des princes, notamment du prince Albert II, on le rappelle, il a participé quand même à 5 Olympiades. Oui. C'est vraiment un bel exemple pour cette jeunesse et tous ces sportifs. Ah, tout à fait, parce qu'en plus c'est une discipline qui n'était pas facile, qui n'était pas, je dirais, dans les pratiques de la jeunesse. Hein. Je veux dire, voilà, le prince est arrivé à cette discipline qui était avec, je crois, un potentiel d'acquis sportif énorme, ce qui lui a permis d'être tout de suite très performant et surtout d'avoir le sens du pilotage, parce que le bob, c'est aussi quelque chose de très délicat à ce niveau-là. Ses participations, oui, c'est un exemple, parce qu'en même temps, il avait des obligations importantes et il n'a jamais négligé l'entraînement et la préparation. Donc ça montre qu'on peut faire des choses importantes et je veux dire très contraignante en même temps, et sur ce plan il est plus qu'un exemple. Et je pense qu'en tant que membre du CIO,
il est aussi un exemple pour ses collègues. On va revenir sur les autres compétitions un peu plus tard sous l'égide du Comité international olympique. Oui. Un mot sur ce grand événement qui a eu lieu en décembre dernier, la 127e session du Comité international olympique. Vous étiez d'ailleurs commissaire général de l'organisation. Est-ce qu'on peut revenir sur l'importance de cet événement? C'était l'agenda 2020 qui était en jeu. Voilà. Alors en fait, c'est une session qui n'était pas prévue dans le calendrier du CIO, mais le président Barre souhaitait, après une grande consultation de tout le monde sportif, un aboutissement à tout ce questionnement et à toute cette réflexion par une session qui allait sceller des décisions. Et pour cela, eh bien, il a demandé au prince si ça pouvait avoir lieu à Monaco, puisqu'on n'était pas dans un cadre traditionnel d'attribution de cession. Et ben voilà, ça a été fait. Et nous nous sommes retrouvés à organiser un événement très important, au-delà, si vous voulez, du contenu sur lequel je vais revenir tout de suite, mais aussi de l'importance de l'accueil de toute la famille olympique, puisqu'il y avait les membres du CIO, mais les fédérations internationales, la presse, enfin, toutes les parties prenantes de l'olympisme. Et vous savez que lorsque nous organisons, on a ce souhait de faire quelque chose d'un peu plus exceptionnel pour l'accueil. Et voilà. Et donc là, on avait une mission très importante en peu de temps, mais je dirais à l'appui de bénévoles formidables. C'est ce que j'allais vous dire, des bénévoles formidables qui répondent toujours présents. Vous parliez des enjeux, l'agenda 2020. Oui, alors évidemment, le but de cette session, c'était d'adopter 40 résolutions qui changent, si vous voulez, l'avenir de l'olympisme et du CIO en étant engagés sur des sujets très importants, et notamment l'environnement, la durabilité. Le prince d'ailleurs présidait tout à fait. ce groupe. Le prince présidait ce groupe de travail et à l'occasion de cette session, il a présenté les résolutions qui le concernaient et comme les autres, mais avec, je pense, quelques interventions très intéressantes de l'Assemblée pour soutenir la démarche du prince souverain, ces résolutions ont été adoptées. À l'unanimité. À l'unanimité. On va revenir maintenant sur les prochaines échéances du comité olympique monégasque. Bakou, les premiers Jeux européens et les Jeux des petits États d'Europe. Un départ d'une délégation ce dimanche pour l'Islande. C'est important, hein, la principauté participe depuis le début à ces Jeux, de montrer justement cet esprit de compétition à ces jeunes athlètes qui représentent Monaco dans différentes compétitions tout au long de l'année. Hein. Oui, alors les Jeux des petits États, c'est maintenant déjà une grande histoire, puisque en 87, nous avions fait la première édition à Monaco, qui venait en deuxième position. Et c'était vraiment à l'ouverture du stade, 2 ans après son ouverture. Ça nous avait permis d'ailleurs d'utiliser le stade dans toute sa dimension possible. Alors c'était la première fois que dans un même lieu avait lieu autant de compétitions sur un événement olympique, enfin, sur le support de l'olympisme. Ça a été quelque chose d'extraordinaire pour les petits États. D'ailleurs, nous sommes à l'origine de la création de ces Jeux et je crois que c'était bien dans cet esprit. Alors évidemment, les Jeux, là en Islande, on repart avec une délégation à peu près de 140 personnes et un esprit d'équipe règne dès le départ. Vous verrez sur le parvis dimanche matin. Et puis pendant toute la semaine, les sports se confondent. C'est une grande famille, c'est une unité pour Monaco et c'est ça qui fait la fierté des jeunes et puis de nous hein, qui sommes là encore pour les aider. On suivra d'ailleurs les Jeux des petits États d'Europe en Islande sur Monaco Info puisque nous allons vous suivre et vivre cet événement de l'intérieur. Cette passion pour le sport, Madame Lambin-Berty, vous êtes également vice-présidente de la Fédération monégasque de natation. D'où vous vient cette passion? Puisque vous avez été professeur de sport également, oui. Vous avez pratiqué la natation à haut niveau. Comment on se prend de passion pour le sport? Bon, je pense que dans ma famille, on a toujours fait du sport. J'avais un grand-père qui était un écologiste avant l'heure. Et voilà, toute petite, il m'a amenée, avant d'aller à l'école, je suis allée dans la mer, été comme hiver. Et donc, lorsqu'on a eu la chance d'avoir des cours de natation à l'école, et ça a été formidable, hein, c'était il y a si longtemps, dans le bassin du port,
Donc vous imaginez des enfants qui vont comme ça à l'école, au port, nager. Donc moi j'ai adoré nager, voilà, tout de suite, très vite. Et puis c'était monsieur et madame Pirolet qui faisaient la natation à cette époque. Et ceux qui avaient quelques aptitudes, eh ben, ils nous ont encouragés à aller au club. Et alors voilà, c'est comme ça. Donc je me suis entraînée beaucoup. On s'est entraîné, je le dis, parce qu'aujourd'hui on a un peu le sentiment que parfois c'est incroyable. Mais la natation notamment, comme d'autres sports, si on ne s'entraîne pas 2 fois par jour, on n'a pas de résultat. Donc on nageait à 6 h du matin à la piscine du port avant d'aller au lycée. Voilà. Et depuis, bah, écoutez, ça forge le caractère, ça donne du courage. Et je crois que ça m'a servi toute ma vie. Alors nous avons beaucoup parlé de sport et notamment de votre rôle au comité olympique monégasque. Il faut savoir que vous êtes également ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, délégué permanent de la Principauté de Monaco auprès de l'UNESCO. C'est une fonction qui vous tient à cœur, hein. Quelle a été votre réaction quand vous avez été nommé? Dans la vie, il y a des moments comme ça, des opportunités. Moi, j'ai une carrière où j'ai fait beaucoup de choses différentes, enfin toujours dans le domaine de la jeunesse, on va dire, hein, parce que je me suis occupée de l'éducation, donc c'était important. Et là, ça a été une opportunité extraordinaire de changement d'orientation professionnelle, tout en ayant la continuité, puisque l'UNESCO, c'est l'éducation, c'est aussi la jeunesse, le sport, les sciences, voilà. Mais c'est un autre métier, et je dois dire que non seulement ça a été formidable, mais si ce poste a été créé à ce moment-là, c'est parce que nous entrions au conseil exécutif de l'UNESCO. Et le conseil exécutif de l'UNESCO, c'est vraiment le conseil d'administration d'une maison monumentale. Et pour notre pays, c'est un moment historique. Donc voilà, moi j'ai été très honorée d'être celle qui siégeait. Après que d'autres aient fait le travail pour y arriver, il faut toujours savoir ce qui s'est passé avant. Mais je dois dire que ça a été passionnant et voilà, c'est pendant cette période que la Palestine est rentrée à l'UNESCO avec tout ce que ça comporte sur le plan diplomatique. Et voilà, ça a été la découverte d'un autre monde. Et le multilatéral, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que là encore, on est au milieu du monde. Vous participerez également le 8 juin prochain à la journée mondiale des océans à Paris, un événement déterminant à quelques mois de la conférence sur les climats qui se déroulera également à Paris. Oui, en effet. À cette occasion, Madame Bokova a invité officiellement le prince. Donc il vient en visite officielle à l'UNESCO pour cette occasion. Et il est clair que tous les travaux qui auront lieu dans la journée, des ateliers, des conférences, et puis le segment de clôture où le prince assistera et prononcera un discours, a pour but d'inclure les océans dans la réunion internationale qui aura lieu bientôt, de façon à ce qu'on mesure bien l'importance de l'océan dans le monde et surtout son influence sur le climat, mais aussi ce qu'il subit de ce que les êtres humains apportent aujourd'hui dans le réchauffement climatique, tout ce qui n'est pas le mieux. Et voilà, et le rôle important que l'océan joue dans le monde. Merci beaucoup Madame Lambertine d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Et on passe à présent aux prévisions météo pour les prochains jours. Le ciel sera variable samedi avec un soleil présent par intermittence. Les températures resteront agréables. Il fera 18 degrés le matin et 21 l'après-midi. Temps calme, sec et largement ensoleillé dimanche. Peu de changements pour les débuts de semaine prochaine avec une belle journée lundi et un ciel un peu plus incertain mardi. Il fera 21 degrés au meilleur moment de la journée. Ce journal est à présent terminé. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt sur Monaco Info.